que t'en as des cartes hein, à débeller encore? Non, Non? T'en as plus? Non. Ah, ouais, j'avais pensé que t'en restais encore. Non, il m'en reste plus. Ça tout déballer. C'est les pochettes Et puis protectrices. tu vois les. Hey, tu dois avoir des répétitions là-dedans. Hey, tu vois. Sûrement ça va avoir quelques jours. Sauvetage miraculeux d'un homme qui était au Venezuela. On a assisté Au Venezuela, on a assisté au sauvetage miraculeux d'un homme qui était toujours coincé sur les décombres 8 jours après les 2 importants tremblements de terre qui ont frappé le pays. C'est un dénouement inespéré alors que l'espoir des familles de retrouver leurs proches sains et saufs devient de plus en plus mince. On parle avec Anne Levasseur, qui est notre envoyée spéciale en Colombie. Il a fallu, ça n'a pas été facile, n'est-ce pas? Ça a pris 3 jours d'efforts pour le secourir. Voilà, cet homme, un gardien de sécurité de 43 ans, a été découvert vivant il y a 3 jours. Mais il était enseveli sous pas moins de 140 tonnes de débris, de gros blocs de ciment. Donc, il a fallu user de la plus grande délicatesse pour le sortir de là, parce que la structure sous laquelle il se trouvait menaçait de l'ensevelir pour de bon. Il y a des équipes de 7 pays qui contribuaient aux efforts pendant ces 3 jours. Ils l'ont tenu hydraté pendant toute l'opération, évidemment, pour le maintenir en vie. Et finalement, au petit matin, ils ont pu le sortir de la guérite qui l'a maintenu en vie pendant tout ce temps. Ça s'est déroulé devant les yeux de son épouse, qui était aussi incrédule qu'heureuse de le retrouver vivant. On peut l'écouter, suivi d'un sauveteur qui a participé aux opérations. Allí en la garita donde trabajaba, había una silla o un escritorio, simplemente estaba eso. Él logró esconderse debajo del escritorio, de la silla de alrededor. Muchísimo, me salió una lágrima de abajo y todo, después de que ya no salió bien y conmigo, y ahora que ya se terminó la finalización, inclusive está más feliz por eso mínimo, no se la podemos quizás demasiado y después salvar una vida corta y eso es algo que vale la pena. À ce moment-ci, ce genre de sauvetage, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que la plupart des familles n'espèrent même plus ce genre de miracle. Elles veulent seulement récupérer les corps de leurs proches disparus pour leur offrir des funérailles dignes de ce nom. Mais encore là, on voit les failles du système vénézuélien. Les morgues sont débordées, les cercueils s'empilent les uns sur les autres dans des morgues improvisées et les familles n'ont aucune idée quand elles vont finalement pouvoir les récupérer. Voilà, une bonne nouvelle dans un océan de mauvaises nouvelles au Venezuela. Merci, Anne. Au revoir. Déjà numéro 1 des ventes dans quasiment tous les pays du monde, PlayStation envoie du lourd et la stratégie pour les prochaines annonces ou trailers pourrait être différente cette fois-ci. Le 25 juin 2026, vous le savez, Rockstar Games a ouvert les précommandes de GTA 6 et depuis tout s'enchaîne. Des magasins entièrement recouverts de pubs, le PlayStation Store métamorphosé aux couleurs des GTA 6, des artworks inédites qui sortent de nulle part et le démarrage le plus rapide de l'histoire du divertissement. La semaine est la plus folle qu'a connue GTA 6 clairement depuis son dernier trailer. Et en parlant de trailer, on va aussi en parler parce que cette fois pour la suite de la communication, Rockstar a peut-être un plan un petit peu différent.
Première chose, le partenariat entre Rockstar Games et PlayStation. Ceux qui suivent Rockstar depuis un moment savent que cette relation existe depuis des années, mais là, avec GTA 6, il n'y a plus vraiment de sous-entendu. Rockstar a publié sur X une pub pour l'édition Ultimate de la précommande, et devinez ce qui apparaît en gros, le logo PlayStation. Et pour enfoncer le clou, le site officiel de GTA 6 affiche désormais un message qui, honnêtement, peut pas être plus clair que ça. La meilleure manière de jouer, où se joue le mieux sur PlayStation 5, comme vous voulez, vous avez compris la traduction. En tout cas, ça a le mérite d'être clair sur qui est censé offrir la meilleure expérience. Côté PlayStation Store, c'est carrément une opération avec le dashboard qui a été repensé aux couleurs GTA 6. L'édition Ultimate est en tête. Le jeu s'affiche à la une dès qu'on ouvre le store, comme si Sony débarquait sur la lune et voulait planter un drapeau en mode c'est nous les partenaires numéro 1 de Rockstar. Et le plus fou, c'est que les chiffres suivent. 5 jours à peine après l'ouverture des précommandes, GTA 6 est déjà numéro 1 des ventes partout sur le PlayStation Store dans la quasi-totalité des pays où le jeu est disponible. États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Portugal, Japon, Corée du Sud, Canada, Inde, la liste est interminable. Et le détail impressionnant, c'est que dans plusieurs de ces pays, c'est carrément l'édition Ultimate à $100 qui est en tête, pas la version standard. Les joueurs ne se contentent pas de précommander tôt, ils passent directement à la version la plus chère. Petite précision honnête quand même, ces classements sont calculés sur le chiffre d'affaires généré, pas uniquement sur le nombre d'exemplaires vendus, donc une édition plus chère grimpe logiquement plus vite, et la stratégie de PlayStation ne s'arrête pas au store. Rockstar fait maintenant tourner des pubs pour GTA 6 sur YouTube et sur TikTok. Sur les deux plateformes, on retrouve uniquement la version PS5 mise en avant. Le lien YouTube renvoie direct vers le PlayStation Store, et celui de TikTok vers la page officielle dédiée à la version PS5 du site Rockstar. Niveau partenariat, là franchement, il n'y a plus de sous-entendu. Alors si vous avez déjà trouvé ça impressionnant au niveau des ventes en ligne via les stores, etc., attendez de voir ce qui se passe dans les boutiques physiques à travers le monde. Mais avant de continuer, merci à ceux qui s'abonnent et bienvenue aux nouveaux. On est environ 30 000 sur la chaîne. Je dois dire que c'était mon objectif perso, donc je vous laisse m'en donner un nouveau. Jusqu'où vous voulez emmener cette chaîne, du moins avant la sortie du jeu. Du coup, pour ce qui est des pubs, en Allemagne, MediaMarkt et Saturn ont installé des chevalets avec QR code qui renvoient direct vers les pages d'achat, sans oublier les fameuses boîtes vides, les placeholders qui représentent la jaquette du jeu sur PS5 et Xbox Series. En Espagne, les rayons ont été envahis de panneaux réservés maintenant et de boîtes factices aux couleurs du jeu. Au Portugal, certaines enseignes annoncent carrément 15% de réduction sur la précommande, avec un petit détail, des cadeaux promis à ceux qui viendront réserver le jeu jusqu'à minuit. Un petit clin d'œil nostalgique aux fameuses précommandes de minuit qu'on connaissait à l'époque de GTA V. Je crois qu'ils donnent en cadeau une affiche ou quelque chose comme ça. Il y a carrément des taxis qui ont l'image du jeu sur leur voiture. Chez nous aussi, forcément, les enseignes commencent à s'habiller aux couleurs du jeu avec des emplacements dédiés qui apparaissent déjà en rayon. La Pologne et l'Australie ont aussi des panneaux qui commencent à apparaître. Préparez-vous, les grosses affiches et les murs aux couleurs de Vice City vont commencer à arriver. Vous le savez maintenant, ça rigole plus. Petite mise en garde qui s'impose à ce moment de la vidéo. Avec internet en feu à cause de GTA 6, il y a une catégorie de personnes qui adorent ce genre de moments, c'est les arnaqueurs et les hackers. C'est justement dans ces pics de hype qu'on a plein de faux sites qui débarquent promettant un accès anticipé gratuit, des précommandes physiques Ultimate ou des éditions et des prix qui défient toute concurrence. Les liens frauduleux censés débloquer l'édition Ultimate sans rien à payer, ou encore des emails qui prétendent que vous avez gagné le jeu. Pendant que vous êtes excité à suivre toutes les news, quelqu'un d'autre est peut-être en train d'essayer de mettre la main sur vos données. Alors pour la plupart d'entre vous, ça paraîtra anodin, mais déjà le mois dernier, quand il y avait eu les fake précommandes, j'ai vu des abonnés qui me disaient « Moi j'ai réussi à précommander mon jeu alors qu'il n'y avait aucune précommande ouverte. » Ils s'étaient juste fait arnaquer déjà. Donc ce rappel est assez important quand même. Ne cliquez jamais sur des liens de précommande qui ne viennent pas directement des boutiques officielles PlayStation, Xbox, Rockstar ou des revendeurs reconnus comme Amazon et compagnie. Et méfiez-vous de toute offre qui semble trop belle pour être vraie. C'est important de le rappeler, il y aura sûrement des plus jeunes qui essaieront d'acheter le jeu, de le précommander, bon, via leurs parents évidemment, même si je le rappelle, le jeu est PEGI 18. J'avais envie de faire ce petit point insolite parce qu'il y a quelques trucs qui m'ont fait marrer ces derniers jours, comme par exemple l'acteur de Lester dans GTA V qui nous dit de profiter de Los Santos parce que lui, il va se barrer, il va quitter le pays, et non, il n'ira pas à Vice City. Alright, because me, I'm out, alright?
Georgina and I are leaving the city for good. And no, we're not going to Vice City. J'adore ce genre de clin d'œil d'un perso assez marquant. Ensuite, apparemment, Anime et un autre créateur, Ninja, qui fait notamment le GTRP, mais aussi le DVM Show, je crois. Les deux se seraient fait scam par mail. Une Sandra se serait fait passer pour un Rockstar Europe, prétendant qu'il recevrait une version VIP de GTA 6. Ils ont partagé ça en live, et bien évidemment que Rockstar ne va pas balancer son jeu comme ça à des créateurs en avance. En plus de ça, on le sait très bien. Vous avez été plusieurs à me partager ça, et beaucoup sur TikTok notamment. Et je pense que TikTok, c'est vraiment le temple de l'intox, c'est de la folie. Donc ne croyez clairement pas à tout ce que vous voyez là-bas. J'ai dû voir passer environ, 1000 leaks de la map, mais ils étaient tous différents. Bien évidemment, générés par IA. Ensuite, autre fait plutôt marrant, quelqu'un a rédigé un contrat pour GTA 6 que sa femme doit signer, qui dit en gros qu'il a le droit de jouer à GTA 6 autant de temps qu'il veut. Il y a 4 points plutôt marrants, et à la fin, la dernière condition est que si elle participe à hauteur de 40 balles ou achète le jeu, elle peut supprimer une des conditions. J'ai trouvé ça très drôle et très bon esprit. Bon, ensuite, je vous ai tout à l'heure parlé, pendant les arnaques, d'une édition ultime physique qui n'existe pas du coup, parce que c'est que en digital. Certains ont remédié à ça en créant un modèle imprimable à la maison avec la dimension des boîtiers PS5. Donc en gros, vous avez votre jeu GTA 6 en physique, mais version ultime, assez marrant, bon, inutile, même si du coup, on pourrait dire que vous avez le jeu, parce que personne ne pourra prouver que c'est faux, parce que dans votre boîte, vous n'aurez pas le CD, et dans la vraie, il n'y est pas non plus. Bon, et puis, vous savez, GTA 5, on va bientôt passer à autre chose, et beaucoup se replongent ou découvrent GTA 5 avant GTA 6, comme cette dame par exemple. Et voilà, j'ai téléchargé Gran Turismo Theft Auto 5, donc GTA 5, en attendant le 6. Ouais, comme quoi, tout le monde attend Gran Turismo Theft Auto 6, magnifique. Parenthèse maintenant sur ce qui se passe en interne chez Rockstar, parce qu'il y a deux infos qui méritent qu'on en parle. D'abord, côté recrutement, Rockstar continue d'embaucher des testeurs QA pour son studio de Bangalore en Inde. C'est un poste intitulé Associate QA Tester Game Functionality. Rien ne confirme que c'est officiellement des postes dédiés à GTA 6, mais bon, vu que c'est clairement le projet principal du studio en ce moment, difficile de se dire que ça concerne le remake de Bully. Et franchement, l'offre en elle-même est hyper intéressante parce qu'elle donne un vrai aperçu du travail de l'équipe Assurance Qualité. Il s'agit de tester le jeu sur plusieurs plateformes, d'identifier et documenter les bugs dans les rapports détaillés, de vérifier que les corrections précédentes fonctionnent bien, de donner des retours critiques quand on leur demande et de collaborer avec les autres équipes pour comprendre l'ensemble des systèmes testés. Le détail marrant, c'est qu'on demande aux candidats, dans leur lettre de motivation, de raconter comment ils ont découvert le jeu, pourquoi ils veulent bosser chez Rockstar, leur expérience sur GTA 5 et Red Dead Redemption 2, à peu près combien de missions ils ont terminé dans chacun, et quelle est leur mission préférée et pourquoi. Et petit détail, Rockstar demande explicitement que cette lettre soit écrite sans l'aide de l'IA. Il faut... Attention, il n'y a que des fans hardcore qui peuvent tester GTA 6. Bon, deuxième sujet, celui-là un petit peu plus sérieux, les employés de Rockstar Games sont en train de tenter une reconnaissance syndicale, tout ça à quelques mois du lancement de GTA 6. Pour comprendre d'où ça vient, faut revenir en octobre dernier, quand plusieurs développeurs ont été licenciés. Rockstar a toujours affirmé que ces licenciements étaient liés à une faute grave, notamment le... À toutes et à tous, et bienvenue dans votre bistrot du jeu vidéo. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que maintenant que nous sommes entrés de plein pied dans cette période estivale, mais l'actualité gaming n'arrête absolument pas, je dirais même qu'elle accélère. On a une tonne de jeux extrêmement attendus qui s'apprêtent à sortir. Et puis après, c'est vrai aussi, je dois le confesser, je vous l'avoue sans détour, que j'aimerais vous apporter de meilleures nouvelles. Mais en ce moment, c'est quand même un peu la soupe à la grimace. Alors, c'est vrai aussi qu'on parle beaucoup, abondamment, de GTA 6, que l'actualité, elle s'est fait dévorer ces dernières heures aussi avec ce qui se passe du côté de PlayStation, avec cette annonce d'abandonner les disques, et donc d'une certaine manière de mettre à mal un petit peu le jeu vidéo physique. Et bien vous savez quoi, je suis pas le seul à vous en parler. Non, puisque un certain Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, a décidé de prendre la parole au sujet de GTA 6 et du dernier move de PlayStation. On va regarder dans quelques instants ce qu'il indique à ce sujet. Vous allez voir, ça risque de faire quelque peu réagir. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on a aussi, et ça c'est pas banal quand même, eh bien, un ancien responsable, en l'occurrence de PlayStation, qui vient de livrer son test
de la Steam Machine. Voilà, la Steam Machine vient de sortir et on a Shuei Yoshida qui est en train de la tester. Voilà, il l'a reçue. Et pareil, vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Et puis on parlera aussi de Capcom. Et là, c'est quand même une bonne nouvelle. Capcom, alias Capgoat, qui enchaîne les grands jeux, les bonnes décisions depuis pas mal de temps. Eh bien, je crois qu'on va pouvoir en ajouter une de plus à leur escarcelle. Bref, vous l'avez compris, on va se régaler ensemble. On a beaucoup de choses à voir avec des sujets extrêmement variés. Eh bien, c'est le menu de votre bistrot du jeu vidéo édition 1160 qui commence maintenant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais bon, là c'est l'été, et après l'été viendra l'heure de la rentrée. Bon, on a le temps, hein, vous inquiétez pas, mais à la rentrée, en septembre, c'est absolument n'importe quoi. Le nombre de jeux est stratosphérique, il y en a plus d'une dizaine, et là je parle juste des sorties majeures. Hein. Par exemple, regardez, le 3 septembre, on a The Blood of Dawn Walker, très bien. Le 9 septembre, on a Valheim en version 1.0. Le 15 septembre, on a Marvel's Wolverine. Attendez, je peux continuer comme ça longtemps. Hein. Le 17 septembre, Warhammer 40 000, Dawn of War 4. Le 17 septembre, du côté de la Switch, on a Fire Emblem. Le 22 septembre, on a Dune Awakening qui arrive sur console. On continue. Le 24, et alors là en plus ça va devenir de plus en plus dense. Hein. Le 24 septembre, il y a Control Resonant. Le même jour, il y a Silent Hill Townfall. Le 25 septembre, il y a Onimusha Way of the Third. Et le 29 septembre, on a Minecraft Dungeon 2. Bon. Et puis à ça, il y a d'autres jeux où c'est un peu trop, non? Vous ne trouvez pas? Comment on peut jouer à tout ça? Comment on peut acheter tout ça? C'est impossible, il faudra faire des choix, etc. Eh bien, Capcom a décidé de nous aider, voilà, à passer le tamis et à faire d'autres styles de choix, puisque Onimusha Way of the Third, je vous le disais donc, qui était prévu pour le 25 septembre prochain, eh bien, ce sera pas le cas. Voilà, effectivement, ça vient d'être annoncé, regardez-moi ça, le 25 septembre c'est has-been, alors report? Eh ben non, il s'avance la date de sortie au 4 septembre, histoire de, quelque part, griller un peu la politesse à tous les autres jeux, et ne pas se mettre dans cette espèce de tunnel de l'enfer, là, du 24-25 septembre, où il y a 25 jeux qui sortent à la minute. Et alors, ce que je trouve assez intéressant dans cette démarche, mine de rien, c'est qu'on est habitué généralement au report de jeux, hein. Oh là là, il y en a des tripotés, mais Capcom, sur les derniers jeux qui les ont sortis, les deux derniers, hein, Pragmata, alors qu'il y avait connu des reports, au final Pragmata ils l'ont sorti un peu en avance, et là ils nous refont la même avec Onimusha Way of the Sword. Alors ça nous montre aussi que le jeu il doit être prêt là, et que donc ils peuvent jouer avec les dates de sortie, mais c'est pas si banal que ça. Le titre a l'air en plus vraiment spectaculaire, a l'air tellement cool, j'ai tellement... Console de niche. Amazon, ses discounts, etc. Bam, ils ont baissé le prix du jeu, alors que de base, il est à 80 €. Mais ça ne fait pas réagir que dans la sphère gamer, non, puisque je vous rappelle que l'année prochaine, il y a les élections présidentielles, voilà, en mai prochain. Et en l'occurrence donc, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, s'est fendu d'un tweet sur le sujet. Regardons ce qu'il nous dit. Voilà, Jean-Luc Mélenchon. Avec GTA 6 sans disque en 2026, l'annonce de Sony de la fin des ventes de disques physiques pour les jeux en 2028, la question de savoir comment on considère ces produits se pose. Demain, vous paierez sans jamais rien posséder. Ni prêt, ni revente, ni garantie de conserver ce qu'on a payé. Le jeu vidéo n'est pas une simple marchandise. C'est un bien culturel et le droit en vigueur doit s'y appliquer. Nous ouvrirons le chantier en 2027. Les joueuses et joueurs aussi ont des droits. C'est quand même sacré tweet là, que Jean-Luc Mélenchon vient de balancer. Au point que d'ailleurs, ça fait énormément réagir. Il y a plus de 2,2 millions de vues d'ores et déjà au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo ce matin. Alors, ça part dans tous les sens. Hein. Il y a ceux qui font « Ah, Jean-Luc Mélenchon, le GOAT !» Les autres qui font « Mais mec... Je me permets quand même de souligner qu'il y a quelques instants à peine, moi je vais pas rentrer dans le débat politique, etc. Je laisserai ça à d'autres, hein, vous votez ce que vous voulez, etc. Ça. Mathieu Laforêt Ouais. Après, quand même, qu'il y a un instant, on a parlé de la Steam Machine. La Steam Machine, c'est un PC. Tous
Good morning to you. So, my favorite breakfast, I had to go to Walmart. I picked up bread, and I had to pick up bacon. It was only $3 for 4 of the Liberty. So, and I needed milk because we're staying until Sunday. We're definitely leaving Sunday. There's things going on here that we couldn't leave today, so anyways, but Sunday for sure. 100%. So, anyways, yeah, so went to Walmart and got enough food for supper too. I got a couple of Michelina. I got a couple of, so anyways, just a couple more days. The traffic be too bad on weekend. Sunday be a good day. Sunday be a good day. So anyway. So anyway. I'm not doing anything today. I'm gonna rest. I would have had everything ready for today, but that's okay. I really don't like traveling on a weekend. I think Sunday, I told him that when he mentioned Friday. Before, like a couple weeks ago. I was like, Friday? Because he didn't want to do that weekend. Last week, Canada Day week, because a lot of people take the week off when they travel. Sunday should be okay. Need a few people on the road, but July 1st be done and over with, and the highway's going to be busy July and August anyway. That's our summer. So, anyhow, I'll get there. We're not in any rush. We're not in any rush, so that's good. Oh, Todd, I'll be opening that window. I think it's supposed to be a nice day. I didn't look at the forecast. I'm not sure. It doesn't look like it's going to rain, but in a half hour that could be all clouded over and pouring. They say if you want to know the weather out in Alberta, just wait a half hour. It's going to be garbage. I'll look at that then, either tonight or tomorrow night. I might sleep with the thing right on. Because I usually only sleep 2 hours at a time. 11, 12, 1, 2, yeah.
just before bed I put it on and I'll keep the mask on my foot. It's not going to do anything, I mean, to it. I wonder if it got the ingredient. If it had anything to do with they're supposed to dye-free, paraben-free, dye-free, fragrance-free, non-greasy, tel que Cartier l'a découvert il y a 400 ans, compacte, trouée de lacs, découpée de rivières, monotone à force d'immensité, la forêt canadienne se déroule sous les ailes de l'avion. De l'Abitibi au lac Mistassini, de Chibougamau au Saguenay, de Shefferville à la lointaine Côte-Nord, des paysages semblables vont se répétant, c'est le Québec, une section de ce pays-continent. En apparence seulement, la forêt est inhabitée, inhospitalière. Depuis des millénaires, des hommes y vivent, à l'aise, adaptés, tirant parti d'elle. L'Indien de l'Est, qu'il soit de la grande famille algonquine, Cri ou Huron, y est chez lui. Pourtant, cette forêt giboyeuse trahit peu à peu le chasseur. Le Blanc l'a tailladée, dévastée, y a construit des villes minières, souillé les rivières et les lacs. Vivre de la forêt devient aléatoire. Les plus irréductibles, ceux qui ont toujours dit non à la civilisation des Blancs, savent que leurs enfants, pour survivre, devront changer. Sur les 22 000 Indiens du Québec, un tiers vit encore de la forêt. Ils sont en voie d'adaptation, plus ou moins rapide selon les régions. Le plus grand nombre d'Indiens habitent cependant des réserves situées non loin des centres urbains. Mais pour ceux qui vivent encore de la chasse en forêt, est-il vraiment si difficile de quitter une vie nomade qui ressemble plus à la misère des bidonvilles qu'à la fière liberté des ancêtres? Est-ce qu'ils se sentent si différents du Blanc dans leur façon d'être, par leur caractère? Ils n'ont pas les mêmes façons d'apprécier les mêmes valeurs que nous. Ils n'ont pas la même façon de s'exprimer. C'est toute une civilisation différente. Et pour un occidental, pour un blanc, comme on dit, parfois c'est difficile de comprendre l'Indien, comme c'est difficile pour l'Indien de comprendre un blanc. Si l'Indien est différent du Blanc, n'est-ce pas parce qu'il ne connaît pas mieux que son dénuement traditionnel? Ou bien sa civilisation ne lui a-t-elle pas proposé une échelle de valeurs que nous n'estimons propre qu'à la pénitence des carèmes? L'Indien, bien, se contente de peu,
de ce qu'il a. Et puis ne cherche pas, bien dire, accumuler. Prend la vie, les choses facilement, on va dire. C'est vivre. Il est près de la nature, il suit, bien dire, les mouvements de la nature. Si la température est plutôt mauvaise, il va rester dans sa tente. Il ne fera pas d'effort pour aller travailler, pour se faire avoir de la difficulté. Non, il prend la vie comme ça vient. Il a une très grande patience. À part ça, l'Indien, ordinairement, toujours de bonne humeur, caractère égal. Est-ce qu'il s'habitue à l'idée de gagner de l'argent ou est-ce que ça lui reste encore étranger? La mentalité indienne, c'est une mentalité de chasseur. Gagner de l'argent, c'est pour vivre, mais pas vivre, pas accumuler. Le chasseur, bien qu'il a faim, va, mettons, tuer un gibier, tuer un orignal, il apporte son orignal à la maison. Tant qu'il y a de la viande pour manger, il n'ira pas tuer un deuxième. Il conçoit le travail de la même chose. Il va travailler, mettons, pendant une semaine, 15 jours. Il reçoit de l'argent comme salaire. Il ne continuera pas à travailler. Non loin de la route qui relie Sainte-Terre à Chibougamau, des familles d'Indiens nomades se sont installées à proximité de leur territoire de chasse. Nous sommes allés les voir. De la route, leur campement avait l'air de chalet d'été. En fait, ils y passent l'hiver. Les hommes étaient à la chasse, ils guidaient des touristes. Les plus jeunes à l'école, seules les femmes et les jeunes filles étaient au logis. On nous reçut avec la meilleure grâce du monde, comme du temps de Champlain. De quoi vivent-ils? De quelques allocations destinées aux enfants et aux vieillards. En saison, le père guide et chasse. Pour aller à Obidjouane, à 150 000 au nord de Sainte-Terre, il faut louer un hydravion, car il n'y a ni route ni vol régulier. La réserve est parfaitement isolée du monde blanc. En fait, d'après le père mort, un missionnaire, nous sommes les premiers journalistes à pénétrer dans la réserve de Obidjouane. 500 Indiens, algonquins mélangés de cris, y vivent, installés sur une pointe du lac. L'arrivée d'un avion est toujours saluée d'un grand concours d'enfants et de curieux. Le courrier est irrégulier. Les lettres mettent parfois 15 jours à parvenir à Obidjouane. Les familles qui autrefois suivaient le chasseur en forêt ont accepté de s'imposer ce sacrifice, vivre séparés. Le chasseur part seul, la femme reste à la maison, les enfants vont à l'école. C'est ainsi, leur a-t-on dit, que l'on devient semblable aux Blancs. La réserve est une sorte d'enclos où l'Indien est légalement chez lui. Les terres et propriétés d'une réserve ne peuvent être ni vendues ni taxées. Elles ont été concédées définitivement aux aborigènes du Canada par le traité de 1876. La bande vit ainsi en marge des grands courants et à ce titre on peut se demander si la réserve ne paralyse pas l'évolution de l'Indien. Mais je crois qu'au point de vue historique, les réserves ont été une bonne chose parce que à mesure que les Blancs envahissaient le pays, il fallait au moins un territoire réservé aux Indiens pour continuer leur vie de chasseurs et de pêcheurs. Maintenant, je crois que là où peut-être nous avons manqué, c'est que les réserves indiennes n'ont pas été assez développées au point de vue économique et social. Elles sont restées séparées complètement du monde des Blancs. Oui. Ils ont beaucoup d'affection pour leurs enfants, mais ils n'usent d'aucune discipline, car ils ne les corrigent pas eux-mêmes, ni ne permettent à d'autres de le faire, observaient les auteurs des Relations des Jésuites en 1610.
Or, il semble que cette coutume n'ait pas changé. Les enfants, très nombreux, sont les petits rois de la famille. Une famille qui, maintenant, s'abrite sous un vrai toit. On l'aime bien dans la petite maison qu'on a dans notre village. Sinon aussi, des fois on le couche dans des maisons, mais des fois on se lève une tente à côté de ça, puis coucher là-dedans dans une tente pour souvenir des anciens temps. T'sais. Ces anciens temps que l'on ne veut pas oublier, c'est la fidélité aux coutumes et aux vertus de la bande. Courage, héroïsme, compassion, hospitalité. Si, dit encore la relation, s'il n'y avait point de Français en Canada, nous aurions autant de saints en notre mission que nous avons de chrétiens. Ces sauvages qui prennent si peu de la civilisation européenne ont fait voir qu'ils pouvaient s'adapter aux plus hautes formes de la religion chrétienne. Quand Dubé part ainsi à la chasse, il est le maître de son destin. Mais son fils qui va à l'école ne sait pas chasser. Que fera-t-il plus tard? Pour Dubé, un Indien qui ne sait pas chasser est un infirme. Un Indien déraciné devient journalier, chômeur, pupille du gouvernement. Y a-t-il d'autres solutions pour les 50 000 jeunes qui vont à l'école et qui représentent le quart de la population indienne du Canada? Que fait pour eux le gouvernement central qui a pleine juridiction sur les Indiens à l'exclusion des provinces? La politique actuellement du département, c'est d'amener les Indiens à se gouverner le plus tôt possible eux-mêmes. Et est-ce que vous prenez en ce moment des mesures pour les amener à ça? On prend à peu près toutes les mesures possibles. Lesquelles, par exemple? On forme un conseil. On a formé un conseil depuis le temps que je suis ici. On travaille sur un conseil qui se réunit tous les mois et puis qui fait des demandes au gouvernement, qui parle de choses, qui essaie de résoudre leurs problèmes, qui essaie de comprendre la manière que le gouvernement travaille. Oui. Ce conseil, il est élu. Il est élu d'après la loi des Indiens. Élu pour 2 ans. Puis, Et quelles sont les suggestions que ce conseil d'Indiens propose au gouvernement? Il y a ici, là, présentement, nous avons la première demande que j'ai eue, ça a été l'eau dans les maisons. Actuellement, il n'y a pas d'eau dans les maisons d'Indiens. Nous avons travaillé ça depuis bientôt 4 ans que nous travaillons pour ça, sur des demandes pour l'eau. Cette année, il y a eu un contracteur qui est venu pour creuser un puits, qui probablement l'an prochain, l'été prochain, va être le début de l'eau dans les maisons pour les Indiens. Pourquoi pas un espresso Altisio intense et onctueux? Quoi Un conseil de village qui, depuis 4 ans, essaie d'obtenir un système d'eau et d'égout dans un pays qui se targue d'occuper la 3e place quant au standard de vie de ses habitants, il faut avouer que ce n'est pas très reluisant. Cependant, au crédit de cette administration, il faut placer un certain nombre de réalisations. À même les crédits budgétaires, la Direction des Affaires indiennes a constitué un fonds d'emprunt dit caisse renouvelable, qui sert à des fins agricoles ou à l'achat de bateaux de pêche. Traditionnellement, l'Indien n'a pas accès aux institutions de prêt ordinaires. Il ne peut s'endetter qu'à la compagnie de la baie d'Hudson. Le gouvernement a consacré plus de la moitié du budget total destiné aux Indiens à leur éducation. Ce budget était en 1962 de 50 millions, soit 250 $ par Indien. C'est le prix de notre loyer pour l'occupation du Canada. Au chapitre de la santé, les résultats sont encourageants. Dans chaque réserve,
À défaut de médecins, des infirmières vaccinent, donnent des conseils aux mères, améliorent l'hygiène générale. La mortalité infantile a diminué, les épidémies de jadis sont enrayées, la tuberculose sous contrôle reste cependant la maladie la plus fréquente chez les Indiens. Les enfants des nomades découvrent avec étonnement un monde bien différent de leur forêt. Le milieu est tellement différent de leur milieu familial, je peux dire que le jeune Indien s'adapte rapidement. Il peut, dans l'espace d'une semaine ou plus, 15 jours, prendre un peu le mode de vie du pensionnat et suivre les autres. Surtout actuellement, la première année c'était plus difficile parce qu'il n'y avait personne qui avait l'expérience du pensionnat. Maintenant, ils ont un frère, une sœur, plus âgés qu'eux, qui viennent de jouer au pensionnat, ils suivent les autres et puis il n'y a pas trop de difficultés, bien qu'il faut aussi avoir un règlement peut-être un peu plus large que les institutions peut-être faire seulement pour les Blancs. Il faut leur donner un peu plus de liberté, donner l'occasion peut-être d'aller en forêt, faire un pique-nique, ces choses-là. Il faut s'adapter nous aussi à eux. Au pensionnat indien de Saint-Marc, près d'Amos, 190 enfants, filles et garçons, font leurs études primaires en français jusqu'à la 8e année. Leurs parents sont des nomades. Ils chassent ou piègent autour de Miquelon ou de Waspanipi. Dans ce collège équipé et subventionné par le gouvernement fédéral, des religieux oblats et des sœurs de Saint-François d'Assise font la classe selon le programme scolaire du Québec. Les enfants reçoivent un enseignement adapté qui leur permet d'apprendre une langue seconde rapidement. Le français ou l'anglais, selon le choix des parents. Dans la province de Québec, la majorité des Indiens choisit le français. Le nombre des francophones indiens augmente. Ainsi, récemment, plusieurs écoles sont passées de l'anglais au français. Ceux qui veulent aller au secondaire s'enregistrent dans des institutions des grandes villes, à proximité de leurs réserves. Le pensionnat restant pour eux la maison d'accueil. Des bourses sont accordées à ceux qui veulent poursuivre leurs études dans des écoles techniques ou à l'université. What a lousy little lunch. Get your footlongs on Subway for only $10. 5 classic footlongs topped with fresh veggies are yours for under $10 each. Subway, eat fresh, feel good. Mais les enfants, une fois instruits, retournent-ils volontiers dans la réserve? Ou bien oublient-ils très vite ce qu'ils ont appris parmi les Blancs?
Je crois qu'il prend des habitudes qui vont suivre toute sa vie. Ça ne dit pas que l'Indien qui a passé par le pensionnat, qui a même fait une étude secondaire, après le métier, ne pourra pas retourner sur sa réserve. Et j'espère même que la majorité retournera sur les réserves pour développer la réserve au point de vue économique, même au point de vue social. Oui, j'avais pensé à ça aussi, mais la file du bois, je n'ai pas été capable de résister à ça. Je suis parti d'un coup. Vous avez fait votre cours classique à Roberval? Oui, à Roberval, au séminaire d'infirmaris. Jusqu'au baccalauréat? Non seulement jusqu'en belles lettres. Et puis vous êtes arrêté? Oui, mais je préférais aller dans le bois. Je suppose que j'ai eu un instinct indien qui me remonte à la tête. Les Indiens avaient des chants et des danses à eux, accompagnés de battements de tambour. Tout cela est bien fini et ne survit qu'au music-hall. À Obidjouan, comme chez tous les nomades que nous avons rencontrés, les airs de cow-boy grattés à la guitare n'ont pas de rivaux. Ces jeunes Indiens aspirent-ils à changer de statut, à devenir des Blancs légalement? Nous avons posé cette question à une Canadienne française qui a épousé un Indien et qui, à ce titre, vit à la réserve de Pointe-Bleue au lac Saint-Jean. Non, il veut rester indien. Il dit, bon Dieu m'a fait indien, je voudrais rester indien, comme le chinois et le chinois. Mais c'est le premier, c'est un Canadien. Après tout, c'est le premier qui était dans le Canada. Il se pense qu'il est Canadien, il dit, je veux pas être intégré au Canadien, je suis déjà. J'étais là avant ça. Est-ce que ça ne vexe pas les Indiens de dépendre d'un ministère de l'immigration comme s'il n'était pas un... Beaucoup. Il y en a qui passent des réflexions. Ils disent qu'ils sont perchés sur une branche, la branche des affaires indiennes. C'est toujours mieux qu'un peu de côté. Dimanche à Obidjouan. Tous les Indiens qui ont d'abord été en contact avec des pères missionnaires sont catholiques. Ils sont la majorité au Québec. Ceux qui ont connu d'abord des évangélisateurs protestants ont adopté cette religion. Le père Morin sonne la cloche pour la deuxième messe. Sa chapelle est pleine à chaque office, car ses ouailles vont aux deux messes. Il est vrai que les distractions sont rares à Obidjouan. Le père Morin ajoute que ses paroissiens sont simples comme des enfants et d'une patience inconnue des Blancs. Pour l'agent fédéral qui s'occupe des corps, le problème est plus complexe, semble-t-il. Est-ce que, actuellement, vous êtes dans une période de transition, j'imagine? Est-ce que l'Indien s'intègre, à votre point de vue, facilement à la vie des Blancs, ou s'il la refuse? Je ne crois pas qu'il la refuse, il la désire. Toutefois, il désire conserver son statut indien, il désire conserver sa langue. C'est un gros point avec Obidjouan. La langue, les vieux Indiens n'endurent pas qu'un jeune parle français, par exemple. Ils acceptent qu'il va à l'école, ça, ils acceptent ça, mais ils n'endurent pas entre eux qui parlent français. C'est une période de transition qui par le fait même qu'ils doivent accepter pour les raisons qui veulent avoir ce qui est bon sur le côté des Blancs. Et puis ils aspirent vraiment à vivre comme un Blanc? Oui et non. C'est pas tellement un désir de vivre comme les Blancs, de vouloir avoir ce que le Blanc a. Mais s'il y avait du travail, comme dans une ville ordinaire, pas une réserve où il n'y a pas d'industrie, mais est-ce qu'ils iraient facilement vers une usine, vers une manufacture? Je crois que oui. Il y a certainement une certaine adaptation, mais ça, ce serait acceptable. Toutefois, c'est un chasseur qui est accoutumé à des emplois périodiques. Puis,
change d'une saison à l'autre. C'est sur vous qu'on compte pour fournir puissance et efficacité. Lorsque le devoir appelle, répondez avec le F-150 hybride Power Boost. Louez-le à partir de 1,99% et obtenez 1250$ en accessoires Ford. Le sandwich au poulet croustillant de Tim. Ou le tuto mayo. Un grand classique revisité. L'Indien ne connaît pas le vertige. Surtout l'Iroquois, qui s'est taillé dans cette gymnastique une réputation qui s'est étendue jusqu'aux États-Unis. C'est pourquoi il est appelé à travailler sur les charpentes d'acier de construction en hauteur, gratte-ciel, ponts suspendus. Les maisons d'Obidjouan, fournies par le gouvernement, sont montées et finies par les nouveaux propriétaires, devenus charpentiers et menuisiers. La direction des affaires indiennes a organisé des programmes d'éducation pour adultes afin de préparer les chasseurs à une vie semi-urbaine. En quelques endroits privilégiés, il existe des centres de formation professionnelle. En 1957, on crée un programme de placement pour Indiens. On essaie de leur trouver du travail permanent. On insiste sur la nécessité d'une main-d'œuvre qualifiée. Certains chefs d'entreprise collaborent. Ainsi, à la mine de Pemiska, à Chapet, le gérant fait partie d'une association pour l'avancement des Indiens. L'Indien qualifié est accepté à la mine aux mêmes conditions qu'un blanc. Salaire, permanence, logement. Le fait est à signaler car il existe en plein Québec en 1965 de la discrimination dans l'emploi et le logement vis-à-vis des Indiens. Le gouvernement encourage également les Indiens à se tourner vers l'agriculture. À Obidjouan, l'agent a aidé quelques familles à cultiver un champ de pommes de terre. Il a fourni les semences et les conseils. Puisque l'écart est de plus en plus grand entre la réserve et le milieu des Blancs, on peut se demander s'il ne faudrait pas tout simplement supprimer les réserves. Eh bien, je ne crois pas qu'il faut abandonner les réserves, mais il faudrait plutôt développer les réserves au point de vue économique, que l'Indien puisse gagner sa vie sur les réserves. La plupart des réserves actuellement ne sont pas assez riches au point de vue de chasse et de pêche. Eh bien, l'Indien a besoin d'autre chose pour gagner sa vie, gagner la vie de sa famille. Il faudrait que sur les réserves, il y avait un gagne-pain pour l'Indien.